pourquoi est-ce que ces pays n'ont pas la capacité de bâtir une société qui répond aux attentes de leur population? Il y a des phénomènes démographiques, mais il y a des phénomènes profondément, selon moi, mais qui sont étayés par multiples études, par la question profondément liée aux guerres de l'eau, à la désertification des sols, c'est ce qu'on voit sur la bande sahélienne, à la question du changement climatique. Donc le meilleur moyen de lutter contre les flux migratoires entrant dans notre pays, c'est de lutter contre le changement climatique. Bonjour Charles Rodwell, vous avez 28 ans, vous êtes né à Londres d'un père anglais, j'ai appris ça en regardant votre biographie. Vous êtes député Ensemble pour la République de la première circonscription des Yvelines, député de Versailles donc. Vous êtes membre de la Commission des Finances, vous êtes président de la Commission d'enquête parlementaire sur la réindustrialisation et vous êtes le fondateur d'un cercle de réflexion qui s'appelle Ensemble français et qui représente, on peut le dire comme ça je crois, la branche des macronistes de droite. On peut le résumer comme ça. C'est ce que certains qualifient comme ceci. Il y a plein de manières de le définir. En tout cas, nous, on défend notre bloc d'idées, notre bloc idéologique au sein du macronisme, au sein du bloc central actuel. Et je suis ravi qu'on puisse en échanger aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Voilà, merci d'être venu nous voir. Alors, première question, on va parler un peu d'immigration. Mercredi et jeudi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a mené une vaste opération de contrôle aux frontières, dans les gares, dans les trains, dans les bus, pour lutter contre l'immigration irrégulière. Vous avez suivi ça. Le ministre évoque aussi une augmentation conséquente d'interception de SI. Alors, les SI, c'est les étrangers en situation irrégulière ces dernières semaines, plus 28%, puis une opération nationale de contrôle des flux qui a été menée les 20 et 21 mai dernier. 750 personnes ont été interpellées. Est-ce que vous applaudissez ? Bien sûr que j'applaudis. Je considère que la France a beaucoup de chance d'avoir un tandem comme celui de Bruno Retailleau et de Gérald Darmanin à la tête de l'appareil sécuritaire et pénal de l'État. Je suis très heureux de voir que nous avons enfin deux ministres qui sont alignés sur la politique sécuritaire et pénale de notre pays. Et je suis très heureux de voir que nous ayons là un tandem qui soit capable de prendre à bras-le-corps la question de la sécurité des Français et la question migratoire. Les deux questions sont évidemment liées, il faudrait être aveugle pour ne pas considérer que les deux questions ne sont pas liées. Et donc de voir aujourd'hui qu'on a une politique migratoire qui est reprise en main par le bloc central et par la droite républicaine dans l'alliance qui est celle d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale est à mon avis une bonne chose. Et en tout cas, je crois que l'ensemble des députés du bloc central et de la droite républicaine qui forment aujourd'hui cette alliance soutiendront cette politique pénale, sécuritaire et migratoire. Alors, beaucoup de nos auditeurs trouveront que vous y mettez bien tard. Je parle de l'ensemble du macronisme et de la droite aussi, d'une partie de la droite, à ce dossier de l'immigration. En tout cas, vous faites partie des rares députés macronistes à évoquer le sujet de l'immigration. L'immigration légale a augmenté de 48%, vous le savez, entre 2006 et 2023, selon l'INSEE et l'Observatoire de l'immigration. Sous Emmanuel Macron, près de 300 000 immigrés sont entrés chaque année en France. Alors, dans une tribune qui a été assez remarquée, une tribune que vous avez publiée dans le Figaro, vous écrivez « Nos flux migratoires sont aujourd'hui insoutenables ». Alors, pourquoi sont-ils insoutenables? Que s'est-il passé? Et quels sont les effets de ces flux migratoires incontrôlés? Moi, je fais deux constats et je vous remercie de revenir sur la tribune que j'ai publiée. Et je serais ravi d'ailleurs, pour tous ceux qui nous regardent, d'avoir vos retours. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux, par mail et autres, parce que je serais très 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 heureux d'avoir votre avis sur cette question. Moi, je fais deux constats. Le message est passé. Voilà, avec plaisir. Moi, je fais un premier constat. Premier constat, que ça fasse plaisir ou non, je considère qu'il y a une partie de notre économie et une partie de nos services publics qui reposent sur l'immigration. Donc qui repose sur des immigrés, des étrangers qui travaillent en France et des fils d'étrangers qui travaillent en France. Il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas un laboratoire, il n'y a pas un EHPAD, il n'y a pas un hôpital, notamment les hôpitaux publics que je visite, où vous n'avez pas ces structures, notamment donc des services publics, qui reposent sur des personnes étrangères. Mais dans le même temps, le deuxième constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, nos flux migratoires sont insoutenables.
Ils sont insoutenables pour les Français parce qu'une immigration incontrôlée, elle provoque une chose, c'est qu'elle provoque, à mon avis, un sentiment parfaitement juste, parfaitement justifié, parfaitement légitime d'insécurité culturelle de masse pour des millions de Français qui ont le sentiment que l'avenir de leur pays leur échappe entre les doigts. Et je pense que cette immigration, elle est insoutenable pour les étrangers eux-mêmes. Sous couvert d'humanisme, la Pourquoi pour gauche... les étrangers eux-mêmes? Moi, j'ai présidé ou co-présidé ou co-géré des commissions d'ALLO où on met des familles de 7 personnes dans un 50 mètres carrés. Des réfugiés ou des immigrés maliens qui arrivent sur le territoire français, à qui on a vendu le fait qu'on pouvait les accueillir et qu'on accueille mal. Et sous couvert d'humanisme, j'entends notamment sur les bancs de l'extrême gauche, des personnalités qui, à mon avis, sont dangereuses, qui cherchent à accroître nos flux migratoires, nos flux migratoires, sous couvert d'un rêve qui n'existe pas. Et donc à partir de là, moi, ce que j'ai proposé dans cette tribune, c'est de définir une politique d'immigration choisie, fondée sur ces deux constats. Un, nous avons besoin d'une part d'immigration, et je serai peut-être en désaccord avec certains qui nous écoutent, et j'espère que vous me répondrez et que vous me donnerez votre avis, que vous soyez d'accord ou pas. Au vu de ce que je constate tous les jours, auprès de milliers d'acteurs de ma circonscription et d'ailleurs, je ne crois pas à l'immigration zéro quand j'interroge par exemple des milliers d'agriculteurs de notre territoire français. Et en même temps, je pense qu'il faut une réduction absolument drastique et fondamentale des flux migratoires, à savoir des autres flux sur le territoire français. Je suis un peu long sur cette question, pardonnez-moi, mais je pense que c'est un point qui est important. La raison, à mon avis, de notre échec sur notre politique migratoire depuis 30 ans, donc quand je parle de 30 ans, c'est des gouvernements de droite, des gouvernements de gauche, des gouvernements centristes, en tout cas qui se revendiquent du dépassement, c'est que nous n'avons pas de doctrine migratoire. Depuis 30 ans, on a voté 30 lois immigration, toutes plus fermes les unes que les autres, mais on voit qu'on n'arrive pas à résoudre cette question du flux. Et donc, face à cet échec, je vois que d'un côté, on a une extrême gauche qui nous dit qu'elle veut une immigration de masse pour créoliser la France. On peut être pour, on peut être contre, mais leur projet il est très clair. Et de l'autre, moi je pense qu'il est ni faisable ni souhaitable, mais factuellement je constate que ce qu'on appelle l'extrême droite a un discours politique, un message politique qui est lui aussi très clair. Une immigration zéro pour éviter le grand remplacement. Donc on peut contester ces deux visions, mais factuellement le problème que nous avons nous, c'est que nous manquons d'une doctrine. Et c'est avant de refaire une nouvelle loi immigration, c'est le travail auquel je m'attelle aujourd'hui, c'est de bâtir avec quelques collègues une doctrine migratoire, à savoir une doctrine d'immigration choisie pour répondre à nos besoins économiques de manière réduite et pour réduire et assécher tous les autres flux migratoires entrant sur le territoire français. Mais alors, dans cette doctrine, donc, quel serait le pourcentage? Parce que dès qu'on parle de cette immigration choisie, on se heurte à la question des proportions. Vous écrivez par ailleurs que l'insécurité culturelle, qu'il y a en France une insécurité culturelle de masse. Donc, vous faites le constat quand même que la France est submergée par l'immigration et que donc le dossier devient extrêmement difficile à gérer. Est-ce qu'on peut le gérer avec des minima? En fait, moi, ce que je constate sur cette question... Où est-ce qu'on place la barre? Oui, je comprends absolument votre question. Aujourd'hui, comme je vous le disais à l'instant, nos flux migratoires sont insoutenables. Il suffit d'interroger n'importe quel Français. Sur ma circonscription, vous avez mentionné Versailles, vous pouvez aussi aller à Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt, qui sont les deux autres communes de ma circonscription dans des réalités très différentes. Les mêmes Français, qui soient d'ailleurs originaires d'immigration ou non, partagent cet avis qu'aujourd'hui, il y a une forme de flux qui est insoutenable pour notre pays, qui accroît leur sentiment... de 500 000 individus. Absolument. Et encore, ces chiffres sont malheureusement difficiles à calculer du fait de l'immigration illégale. C'est bien le malheur que nous avons. Donc nous, la doctrine que nous avons bâtie, elle est fondée sur deux piliers. Premier pilier, assumer... Quand vous dites nous, c'est votre cercle, hein, c'est ça? Exactement. Votre cercle Ensemble français. Exactement. Voilà. Qui est aujourd'hui rattaché au parti Renaissance. On est plusieurs députés et de nombreux experts à travailler sur cette question pour redéfinir complètement la ligne politique de notre parti et pour faire de l'identité française et de l'immigration, la lutte contre l'immigration irrégulière et la lutte contre les autres voies d'immigration et cette politique d'immigration choisie, le cœur de notre projet politique. Parce que nous considérons que c'est un enjeu absolument vital pour l'avenir, à la fois de notre mouvement, mais je dirais que c'est la question secondaire, mais surtout pour l'avenir de notre pays. Deux piliers. Premier pilier, assumer une immigration de travail, où nous confions aux partenaires sociaux
syndicats et patronat, la responsabilité de définir année après année les besoins de notre économie. Fondée sur deux choses, la priorité pour les Français qui sont au chômage, l'adaptation de nos visas étudiants en fonction de nos besoins extrêmement spécifiques sur des critères qui sont clés. Donc les syndicats patronaux, les syndicats de salariés définiraient grosso modo les besoins par filière. En tout cas, définirait des besoins filière par filière précisément. Je vous ai évoqué l'agriculture tout à l'heure. Je prends un autre exemple. Le nucléaire ou la recherche fondamentale. C'est très spécial, c'est que des saisonniers. Tout à fait. Alors pas que, mais il y a une grande part de la question qui est concernée, c'est les saisonniers, mais pas que. Vous avez de plus en plus de métiers qui sont en disparition, faute de main-d'œuvre française. Et je suis le premier à le déplorer. Mais factuellement, mon rôle de responsable politique, c'est de répondre concrètement à ces problématiques. Je pense également à la recherche fondamentale dans le domaine de l'intelligence artificielle. On évoquait avant notre entretien la question du monde financier, du monde des investissements pour venir investir dans notre pays. Voilà des personnalités que je veux que la France continue d'attirer sur le territoire français. Mais si on décide de mener une politique d'immigration choisie, ça veut aussi dire qu'il faut qu'on assume d'assécher toutes les autres voies d'immigration. Il y en a 4 principales. La première, c'est l'immigration irrégulière. Et c'est la raison pour laquelle je suis éminemment pro-européen. On peut revenir sur cette question après si vous le souhaitez. Je ne suis évidemment pas un Européen utopiste, je suis un Européen pragmatique et toute personne qui veut réduire l'immigration irrégulière aurait dû voter le pacte asile et migration à l'échelle européenne car il nous aide très concrètement. Deuxième voie qu'il faut qu'on assèche, on y reviendra avec plaisir. Il nous faut un moratoire sur le regroupement familial pour en redéfinir les règles. Aujourd'hui, la France est l'un des pays les mieux disants dans le CDE sur la question du regroupement familial. Ma question n'est pas une question de morale. Elle est une question de si on veut reprendre la main sur le pilotage de notre politique migratoire, il faut qu'on fasse des choix clairs. Nous, ce que nous proposons, c'est un moratoire. Ça veut dire que vous arrêtez le regroupement familial ? Ça veut dire qu'on veut suspendre le temps de redéfinir les règles. Donc l'idée n'est pas de suspendre définitivement, ce n'est pas ce que je pense. D'autres le pensent et c'est leur droit, moi ce n'est pas ce que je pense. Je pense qu'en revanche nous avons besoin d'un moratoire, d'une suspension pour redéfinir les règles. Et moi je considère par exemple qu'il faut restreindre le regroupement familial à la cellule familiale restreinte, donc l'époux, l'épouse et les enfants. Deuxièmement, allonger le temps de travail nécessaire sur le territoire français avant de faire venir la famille, à 5 ou à 10 ans. Et surtout mettre fin à tous les traités bilatéraux qui nous empêchent d'intervenir là-dessus, nommément abroger. Le président de notre groupe, Gabriel Attal, Édouard Philippe et d'autres, parmi tant d'autres responsables politiques qui sont exprimés sur cette question, abroger les accords franco-algériens de 1968. Ça fait presque consensus, cette histoire des accords de 68. Donc, première chose, l'immigration irrégulière. Deuxième chose, le regroupement familial. Troisième point, l'immigration pour soins. Aujourd'hui, ce que la gauche a réussi sur cette question, c'est une grande victoire de la gauche, c'est de cristalliser le débat de l'immigration pour soins sur l'aide médicale d'État. Mais la vérité, c'est que la situation de l'immigration pour soins dans notre pays est beaucoup plus inquiétante car elle est plus vaste que cette simple question. Il y a un excellent, auquel je renvoie tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, il y a un excellent papier, un excellent reportage qui a été fait dans Marianne par le Laboratoire de la République. Donc je co-anime le groupe de travail immigration pour le Laboratoire de la République. On a publié une étude très approfondie avec l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, avec Didier Lesky, le patron de l'OFII, avec tout un tas de personnalités qu'on a associées pour décrire la réalité de l'immigration pour soins dans notre pays et les mesures à prendre pour restreindre et pour lutter contre les abus qui sont massifs de cette immigration. Quatrième point, j'en termine par là, c'est la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est la question des traités bilatéraux spécifiques qui sont signés. Nous avons absolument besoin d'abroger une partie de ces traités. Je pensais à l'accord franco-algérien. Il y a l'accord franco-algérien. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a d'autres, au contraire, qu'il faut que nous signions. Et j'assume totalement de le dire qu'il faut que nous signions à l'échelle française et à l'échelle européenne. Pourquoi ? L'Union européenne a signé un accord de lutte contre les flux migratoires irréguliers avec la Tunisie. Un accord qui a été décrié par l'extrême gauche d'une part et par l'extrême droite d'autre part, ce qu'on appelle en tout cas l'extrême gauche et l'extrême droite, ces partis qu'on met sur la scène politique, alors même qu'au premier rang de l'accord, vous aviez Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni. Eh bien, factuellement, cet accord, il a permis quoi ? Il a permis de réduire les flux irréguliers passant de Tunisie en Europe via l'Italie de 100 000 personnes par an en 2023 à 16 000 par an en 2024. C'est-à-dire qu'on a divisé le nombre
de personnes en situation irrégulière qui rentraient par l'Italie via la Tunisie de 84% grâce à ces accords signés à l'échelle nationale, France-Italie, et à l'échelle européenne. Donc l'idée, c'est de signer des accords pour limiter l'immigration avec tous les pays qui fournissent ces contingents d'immigrés en France, notamment les pays africains subsahariens. Absolument. Vous avez la question des pays d'origine et vous avez aussi la question des pays de transit. Parce que quelle est la plus-value que trouve la Tunisie dans cette affaire? Évidemment une question financière, mais aussi une question d'aimant. Les Anglais parlent de magnet. C'est-à-dire que si vous empêchez le passage des flux irréguliers via la Tunisie, eh bien, les personnes qui sont en situation irrégulière, et notamment les effroyables réseaux de passeurs, qui est la grande question de l'esclavagisme moderne dans notre monde actuellement, sont désincités de passer par la Tunisie. Et donc, c'est à la fois bénéfique pour nous, c'est à la fois bénéfique pour des centaines de milliers de personnes qui vont arrêter de prendre des risques au péril de leur vie sur la haute mer de la Méditerranée, et c'est bénéfique aussi pour le pays de transit qu'est la Tunisie, parce qu'elle n'est plus impactée par ces flux, ou moins impactée par ces flux migratoires. Et enfin, c'est une plus-value pour le pays d'origine, parce que ces pays d'origine eh bien, ne voient pas, ou moins en tout cas, la force vive de leur nation partir pour aller vers d'autres cieux au nom d'un rêve qui n'existe pas. Alors on vous écoute avec beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de bon sens, on se dit que vous avez raison, mais alors on se pose la question de la raison pour laquelle vous soutenez Emmanuel Macron aujourd'hui, puisque vous êtes député ensemble pour la République, Emmanuel Macron qui aura battu des records d'immigration en France depuis qu'il est au pouvoir, hein. Je crois on approche de la barre des 300 000 immigrés par an, calculés légalement, enfin on parlait de 500 000 tout à l'heure si on met l'ensemble des catégories d'immigration en France, c'est vraiment le président qui aura le pire bilan dans ce domaine. Alors, pardon pour la brutalité de la question, parce que pourquoi est-ce que vous êtes encore chez les macronistes et pourquoi est-ce que vous ne rejoignez pas plutôt des partis plus fermes sur cette question de l'immigration? Honnêtement, c'est une question qu'on me pose souvent et je vais vous répondre assez tranquillement parce que moi je suis très fier d'appartenir au parti politique qui est le mien aujourd'hui. Première des choses, si ça n'était que le bilan d'Emmanuel Macron, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et la moyenne que vous avez donnée, 300 000 immigrés en situation légale dans notre pays par an, c'est la moyenne qui existe depuis 40 ans dans notre pays, beaucoup de partis confondus, y compris... Non, c'est une moyenne qui a augmenté sous Macron. À la droite. Bon, première des choses, la raison pour laquelle je ne rejoins évidemment pas la gauche, c'est que je considère que sous couvert de son discours moral, la gauche mène une politique absolument déshumanisée sur la question d'immigration. Ce que vous dit l'extrême gauche, c'est qu'elle vous dit on va baisser le temps de travail des Français et on va compenser cette baisse du temps du travail par une augmentation de l'immigration, donc des gens qui sont venus d'ailleurs pour travailler à notre place, pour nous permettre de vivre dans une société de loisirs et de société oisive. Eh bien moi je considère que la gauche, en prenant ce discours et en portant ce discours, fait prendre des risques absolument inconsidérés à des milliers de femmes et à des milliers d'hommes et à des milliers d'enfants qui traversent la moitié du monde dans des réseaux, mais on ne peut plus violents, où ils se font tabasser, violer, mis en esclavage, et surtout, ils peuvent mourir sur nos mers au nom d'un idéal qui est porté par certains partis qui veut en fait qu'une chose, c'est baisser le temps de travail des Français pour le compenser par une immigration de masse. Moi, pour moi, ça c'est inhumain. En tout cas, c'est une politique qui n'est pas morale, mais qui est déshumanisée. La raison pour laquelle Pour autant, vous ne rejoignez pas ceux qui disent arrêtons ça, totalement. Moi, je regarde le programme du Rassemblement national. Moi, je veux dire très franchement, je considère aujourd'hui que si le Rassemblement national arrivait au pouvoir, il ne réduirait pas l'immigration. Je vais même plus loin, c'est qu'en l'état actuel de son programme, l'immigration aurait un risque d'exploser dans notre pays. Je vais donner 3 raisons, je vais très vite, je sais que mes réponses sont un peu longues, mais je pense que c'est un sujet qui est important et je vous remercie de m'inviter pour ça. La première raison, c'est qu'on ne peut pas réduire l'immigration et réduire le temps de travail. On ne peut pas faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il faut choisir. Soit vous réduisez l'immigration et vous augmentez le temps de travail, parce que du fait de notre démographie, vous n'avez pas d'autre choix que de demander aux Français de travailler tous un peu plus, et c'est un choix qui est difficile. Ou alors vous assumez de baisser le temps de travail et vous augmentez l'immigration. C'est ce que la gauche veut. Elle dit on passe aux 32 heures, on fait 60 ans et on compense par une immigration de masse. Nous, on porte le discours inverse, même si, je vais y revenir dans un instant, je ne vais pas te défiler auprès de la question, notre résultat il est loin d'être parfait sur la question migratoire, mais on porte le sujet inverse qui est de dire il faut qu'on augmente le temps de travail pour pouvoir réduire nos flux migratoires. Moi, quand j'écoute le Rassemblement national,
Ils veulent à la fois réduire le temps de travail, retraite à 60 ou à 62 ans, ça dépend des semaines, et en même temps réduire l'immigration. Après 40 années d'annuité. Moi, je considère, en tout cas, moi Après sur cette 40 question, annuité de cotisation. On oublie souvent ce point-là. 40 annuités de cotisation, François Hollande l'a fait passer à 42, c'est-à-dire qu'ils sont plus socialisants que les socialistes. Donc, sur cette première question, je ne vois pas comment on résout l'équation. Deuxième question, la question européenne. Je vous ai donné l'exemple à l'instant de l'exemple tunisien. Aujourd'hui, l'effet de masse qui est celui de l'Union européenne, mais ça c'est ma vision pro-européenne qui n'est pas une vision utopiste, qui je crois est une opinion pragmatique, mais je suis sûr qu'il y aura plein de gens désaccord avec moi, et j'ai hâte qu'ils m'écrivent pour qu'on puisse en échanger. Au vu du résultat que nous avons avec l'exemple tunisien, au vu du résultat que nous avons avec le Maroc et la Turquie, grâce aux accords signés avec les États et grâce aux accords, oui, signés avec l'Union européenne, les flux migratoires avec ces pays réduisent. Et donc je considère que le meilleur moyen de réduire l'immigration irrégulière en l'occurrence, mais même légale, c'est de prendre des décisions à l'échelle européenne et on les a prises dans tout un tas de domaines, je peux y revenir. Je respecte l'avis de Jordan Bardella du Rassemblement national de refuser de voter pour le pacte asile-immigration, de refuser de mener cette politique à l'échelle européenne, mais je crois qu'ils ne réduiront pas l'immigration en prenant ce choix-là. Ils ont un avis différent, je le respecte, mais je suis intimement convaincu que c'est le meilleur moyen de ne pas réduire l'immigration. Troisième sujet. Et vous pensez vraiment que l'Europe parviendra à se mettre d'accord pour réduire l'immigration? C'est quand même un pari osé. Je ne regarde que les résultats. Quand je vois, il y a 100% des gouvernements européens aujourd'hui, je vais même élargir hors de l'Union européenne, des travaillistes en Angleterre et des sociodémocrates au Danemark, jusqu'à la droite dite dure en Autriche, en passant par les gouvernements allemands. J'ai vu les déclarations aussi dans le domaine qui ont une alliance assez large. Tous ces gouvernements sont alignés, et Bruno Retailleau d'ailleurs le dit lui-même dans les interviews qu'il porte, quand il va à des conseils des ministres de l'Intérieur à l'échelle européenne, il ne voit plus la différence des couleurs politiques parce que tous les pays européens sont confrontés à la même problématique, tous y apportent des réponses coordonnées et on voit les résultats avec des pays comme la Tunisie. Et pour un parti comme le Rassemblement national qui considère peut-être à juste titre que l'Europe est une civilisation, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils rejettent la réponse européenne à cette question. Mais c'est leur droit. Enfin, troisième sujet. Parce qu'elle est difficile à contrôler. Le Rassemblement national, ou l'extrême droite au sens large, qu'on appelle extrême droite, se rend à l'investiture de Donald Trump, l'applaudir lorsqu'il dit drill, 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 baby drill. Et il annonce la sortie des accords de Paris, de Louis Alliot à Sarah Knafo. Mais dans le même temps, ils reviennent en France en nous expliquant qu'ils vont réduire les flux migratoires. Mais le premier phénomène, la première cause de l'immigration au XXIe siècle, ça va être le changement climatique. Vous voulez réduire l'immigration? Lutter contre la désertification, lutter contre les guerres de l'eau, lutter contre la hausse des températures dans des pays comme le Niger, comme le Burkina, comme la Côte d'Ivoire où j'ai habité, comme le Sénégal, comme des pays qui sont confrontés à des phénomènes de désertification de masse. Enfin, pour l'instant, pardon, mais la première motivation d'immigration, ce sont des motivations économiques. Et de très loin, il écrase tout. Oui, mais allons au fond du... Là, vous avez 100% raison, mais allons au fond du sujet. Pourquoi est-ce que ces pays n'ont pas la capacité de bâtir une société qui répond aux attentes de leur population? Il y a des phénomènes démographiques, mais il y a des phénomènes profondément, selon moi, mais qui sont étayés par multiples études. Tout est ouvert au débat, mais qui sont étayés par de multiples études, par la question profondément liée aux guerres de l'eau, à la désertification des sols, c'est ce qu'on voit sur la bande sahélienne, à la question du changement climatique. Donc le meilleur moyen de lutter contre les flux migratoires entrant dans notre pays, c'est de lutter contre le changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle, je prends un exemple parce que je suis beaucoup trop long, pardonnez-moi. Non, on est au cœur du sujet. L'aide publique au développement. Ouais. Oui, on a un sujet avec l'aide publique au développement. Mais plutôt que de répondre comme l'extrême droite le fait, en disant on va tout supprimer. Ce n'est pas tout à fait ce que dit le Rassemblement national. Je caricature volontairement. Ouais. Moi, je considère qu'on devrait dédier 100% ou 80% des fonds alloués à l'aide publique au développement à la lutte contre l'immigration, notamment irrégulière. Et si vous dédiez l'aide publique au développement, par exemple, cette question fondamentale, à l'accompagnement des pays
sur cette question précise, à savoir le transfert de masse, de millions de personnes dans le siècle dans lequel on vit, je pense que c'est un immense atout et une immense aide apportée à nos populations, aux populations qui se déplacent et aux pays d'origine. Et donc voilà un type de proposition que l'on fait. Donc sur ces 3 points, niveau national, niveau européen, niveau international, je suis convaincu que si le RN, avec son programme aujourd'hui, mais je me trompe peut-être, mais avec son programme aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils ne réduiront pas l'immigration et que les incohérences que je viens de vous pointer là seront décisives dans la politique qu'ils mèneront si un jour ils arrivent au pouvoir. Maintenant, sur la question... Pardon. On voit que Giorgia Meloni a réduit l'immigration, alors que précisément on lui reprochait, votre parti politique lui faisait le procès auparavant de l'inutilité de sa politique, l'inefficacité de sa politique. Prenons l'exemple concret de Giorgia Meloni. Elle a massivement soutenu le pacte asile-immigration à l'échelle européenne, qui a refusé de voter nos Républicains et le Rassemblement national en France. Elle soutient massivement une politique d'aide publique au développement en Algérie et en Tunisie, fondée précisément sur cette question d'arrêter les transferts de flux. Donc moi, si vous voulez, je ne mène pas des combats moraux. J'ai des valeurs qui m'animent, qui sont très différentes de celles de la France insoumise, évidemment, du Rassemblement national aussi. Mais mon combat, il est avant tout concret, politique, pragmatique sur les mesures que nous portons. Et ça, c'est ma conviction. Maintenant, sur la question d'Emmanuel Macron. Évidemment qu'on n'a pas tout réussi depuis 7 ans. Et sinon, on aurait gagné les élections législatives. Sur l'immigration en particulier. Hein. Oui, je comprends. Le bilan est quand même désastreux et Emmanuel Macron en a très peu parlé dans ses campagnes, dans ses 2 campagnes présidentielles, très peu parlé. Et ensuite, les actes ont été terribles. Je prends 2 exemples. Le bilan chiffré est terrible. La première des choses. Quand je suis arrivé... Est-ce que vous comprenez que pour vous, que la crédibilité de votre discours, qui est très intéressant, notamment sur l'aide au développement, que vous pouvez tenir, est entaché par le bilan d'Emmanuel Macron, dont vous refusez de vous désolidariser? Non, mais la raison pour laquelle je m'en désolidarise pas, c'est que moi, la raison pour laquelle je suis très fier d'appartenir à ce parti, c'est d'abord parce que aujourd'hui, c'est le seul parti éminemment pro-européen de cet hémicycle, qui assume de porter les réformes d'ampleur que le président de la République, mais sans précédent, que le président de la République a porté à l'échelle européenne. On aura sûrement plein de désaccords, mais moi, c'est ma conviction. Deuxième conviction, je crois qu'on est le dernier parti ou presque à porter une politique de l'offre libérale au service de nos entreprises. On a baissé massivement l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la fortune, les impôts de production, on a mené des réformes de simplification, on a mené une réforme des retraites que même les Républicains ont refusé de voter, on a mené une réforme sur le marché du travail. Et donc là, aujourd'hui, on est le dernier parti à porter cela. Moi, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais aujourd'hui, on est le dernier. Troisième sujet... L'industrie française est quand même pas au bout fixe. Ça. Oui, mais imaginez si on n'avait pas mené ces politiques. Imaginez dans quel état on serait. Imaginez, on a baissé les impôts de 52 milliards d'euros par an depuis 2017. Imaginez si 52 milliards d'euros par an de plus d'impôts dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on apporte une réponse bien plus massive à la question de l'Inflation Reduction Act et du post-Covid. Et je crois intimement à la réponse nationale et à la réponse européenne. Et là-dessus, pour le coup, je soutiens le président de la République. Sur la question régalienne, tout n'a pas été fait, évidemment. Mais sur la question migratoire, bien sûr qu'on fait face à des échecs. Je serais fou de venir devant vous et au vu de la ligne que je porte et que je crois fondamentale pour notre pays, je serais fou de venir vous voir en disant qu'on avait tout bien fait. Mais on n'a pas rien fait non plus. La loi séparatisme, je vois à quel point, tous les jours, cette loi votée dans le premier quinquennat, j'étais même pas député, donc je ne vais pas me gargariser de l'avoir votée, est décisive pour lutter contre les réseaux fondamentalistes qui luttent contre la République. Moi, depuis que je suis arrivé député, j'ai par exemple voté la LOPMI, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, qui a renforcé nos moyens de sécurité dont ont bénéficié Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur avant, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur actuel, notamment 5 milliards d'euros pour nos services de renseignement, 6 milliards d'euros pour la cybercriminalité, qui sont absolument décisifs pour lutter à la fois contre le fondamentalisme. Ça a été décisif, mais un rapport tout récent, qui est de quelques jours, tout à fait, montre que précisément ces réseaux ne sont pas entravés par cette loi. Au contraire, ils prospèrent depuis des années. Il montre très clairement que ces réseaux ont été entravés financièrement par les lois qu'on a votées et par les moyens sans précédent que l'État a mis. Et moi, je reconnais parce que derrière l'État, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui prennent des risques tous les jours pour notre sécurité, qui font un métier difficile, mais qui est fondamental. Et je tiens vraiment à les remercier.
Mais plus loin, il faut qu'on aille plus loin. La mesure qu'on a annoncée, nous, avec notre parti Renaissance, on a annoncé 80 mesures que nous voulions porter dans les prochaines semaines, les prochains mois et lors de la prochaine élection présidentielle, mais qui sont à disposition du gouvernement et du Parlement dès maintenant. Elles sont ficelées, précisées. Il y en a une que Gabriel Attal a portée parmi beaucoup d'autres, sur laquelle il s'est fait critiquer par la gauche peut-être, mais aussi par la droite. C'est par exemple l'interdiction du voile pour les fillettes sur l'ensemble du territoire français. Cette question, ce n'est pas qu'une question politicarde. Le rapport précise bien que c'est une question fondamentale de l'entrisme frériste et wahhabo-salafiste sur notre territoire et dans notre pays. Et que le sujet est en croissance exponentielle, mais qui n'est pas encore endémique. Ça veut dire quoi quand on utilise ces termes? Ça veut dire que le problème est là, qu'il est massif, mais qu'il peut être encore endigué. Et au même titre que les mesures qu'on a prises sur le séparatisme, au même titre que les mesures qu'on a prises sur la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, au même titre que la loi contre le terrorisme et contre le narcotrafic qu'on a votée il y a quelques semaines avec le tandem Retailleau-Darmanin, on est absolument déterminé à continuer la lutte contre l'entrisme islamiste. Le nœud ou le trou dans la raquette de toute notre politique régalienne, oui, c'est notre politique migratoire. Mais donc moi, vous voulez que je ferme les yeux? Ou est-ce que vous préférez que je vous propose des mesures, une doctrine, une politique? Vous avez un vrai discours, vous avez une doctrine, c'est intéressant voilà. Et encore une fois, je suis sûr. Mais alors du coup, la gauche l'entend aussi. On n'a pas parlé notamment de l'aide médicale d'État, où vous avez aussi une politique assez forte. Vous dites qu'il faut arrêter cette aide médicale d'État. Alors, je précise parce que je ne suis pas pour la suppression de l'aide médicale d'État, je suis pour le bascule sur l'aide médicale d'urgence. C'est important, pourquoi? Là encore, j'ai un désaccord fondamental avec le RN sur cette question. Le RN, c'est son droit, dit qu'il faut supprimer toute aide médicale d'État. Moi, je considère que l'AME, qu'il faut qu'on réduise, qu'il faut notamment qu'on réduise le panier de soins. Notamment, il y a le rapport Evin-Stefanini qui a fait un travail formidable sur cette question. On porte une proposition de loi aujourd'hui pour mettre 100% de leurs recommandations en œuvre. Disent, et je pense qu'ils ont raison, l'AME protège les Français de l'importation de pathologies extérieures sur le territoire français. La lutte contre ces pathologies, ce n'est pas de supprimer l'AME, c'est de réduire l'immigration, notamment irrégulière. Et moi, les propositions que je fais là, l'immigration choisie, c'est une politique, on assume de mener une politique massivement réduite, fondée uniquement sur le travail, on assèche les autres voies d'immigration, mais en revanche, sur la question spécifique de l'AME... Si vous gardez les aspirateurs à immigration, et l'AME en est un, c'est plus compliqué de lutter. C'est même la raison pour laquelle moi je souhaite que l'AME soit transformée pour devenir un check-up médical. Moi, je considère pour le coup que sur cette question, pardonnez-moi, mais heureusement qu'il y a des médecins qui font un travail difficile pour contrôler que ces personnes qui rentrent sur le territoire français ne soient pas atteintes de maladies qui vont transmettre ensuite aux autres Français. Le moyen de réduire ces pathologies entrantes sur le territoire français, ce n'est pas de supprimer l'AME, c'est de réduire l'immigration entrante par les mesures que je vous ai exprimées à l'instant. Et ensuite, il faut évidemment transformer l'AME. Je vous renvoie tous vers le rapport Evin-Stefanini qui est très facile à lire et qui est passionnant, qui décrit parfaitement cette question de transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence pour réduire le budget qui est lié à celle-ci, qui objectivement a été exponentiel ces dernières années, mais qui refuse de le supprimer sur la recommandation de milliers de médecins qui nous disent que c'est le meilleur moyen de protéger les Français de pathologies entrantes. Mais encore une fois, on aura peut-être des désaccords là-dessus. Alors, on reste encore un instant sur l'immigration. Pour diminuer ces flux d'immigration, vous dites qu'il faut un référendum. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible? Alors, vous n'êtes pas les seuls, vous êtes nombreux à proposer un référendum, à dire qu'il faut passer par un référendum, vous en faites partie. C'est une très bonne question. Dans les mesures que je vous ai décrites à l'instant, il nous faut plusieurs mesures. Au niveau national, il faut qu'on change des éléments dans notre Constitution et dans les lois organiques qui en dépendent. Et le meilleur moyen, à mon avis, c'est de proposer un projet de loi constitutionnelle qui puisse être amendé ou adopté par les Français, parce que c'est le meilleur moyen. Quelle serait la question, grosso modo, que vous posez? En fait, un référendum, souvent, on se méprend sur cette question, moi le premier. Un référendum en France, ce n'est pas une question oui ou non, c'est qu'on propose un projet de loi aux Français qui répondent pour ou contre. Donc ce projet de loi, il aurait des modifications constitutionnelles et organiques sur lesquelles les Français diraient oui ou non. Donc ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, ça ne suffit pas. Moi, la deuxième des choses, c'est que je souhaite qu'on réforme la Convention européenne des droits de l'homme, qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été un outil extraordinaire pour unir les pays européens après l'ignominie qui a été la Shoah, qui a été un traumatisme
pour l'ensemble de notre continent dans lequel des millions de juifs, de tziganes et autres sont morts à cause d'une politique massacrante. Et la Convention européenne des droits de l'homme a été bâtie pour protéger les droits de chacun à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes aujourd'hui 80 ans après. L'interprétation juridique qui est faite par les tribunaux européens et nationaux de cette convention ont adopté une jurisprudence qui a totalement dévoyé le sens de cette convention. La principale cour qui a totalement dévoyé le sens de cette convention, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez des décisions qui sont prises parfois par des juges azéris qui viennent contredire des propositions ou des lois qui sont adoptées par des États comme la France. Donc en plus d'un référendum à l'échelle nationale, moi je considère que cette convention doit être amendée par une alliance de pays européens et que la France a parfaitement le droit d'exercer son droit de retrait d'instances ou de décisions qui sont prises par des instances qui nous représentent assez peu, in fine, comme cette Cour. Et puis le troisième volet, c'est de totalement reconstruire notre politique diplomatique à travers les traités bilatéraux à l'échelle nationale et européenne, tel que l'exemple que je vous ai donné en début de l'entretien vis-à-vis de la Tunisie, et de l'adaptation de nos politiques à la fois coopératives et contraignantes. Et contraignantes, je vous ai exprimé mon point de vue sur l'aide publique au développement. J'évoque aussi les flux financiers qui partent de France vers des pays d'origine et des pays de transit. Vous essayez de redonner à la France une certaine autonomie dans l'action. Tout à fait. Et je pense qu'il faut les deux. Mais Emmanuel Macron a précisément un peu ficelé la France à l'Europe. C'est un grand européiste, vous le savez, et c'est pas du tout ce qu'on a compris de sa politique, la politique qu'il mène depuis 10 ans. Moi, pour le coup, sur la question européenne, je suis l'autonomie vis-à-vis de l'Europe. Je suis à 100% aligné derrière la position du président de la République, qui considère que dans le monde dans lequel on vit, qui est structuré par la confrontation entre deux hyperpuissances, que sont les États-Unis et la Chine, deux hyperpuissances démographiques, économiques, militaires, industrielles, technologiques, les pays européens ont le choix. Ils doivent bâtir leur indépendance politique au XXIe siècle. Et au XXIe siècle, il n'y aura pas d'indépendance politique sans indépendance industrielle et technologique. Et donc le seul moyen de bâtir ces alliances, cette indépendance politique, c'est de bâtir des alliances industrielles et technologiques à l'échelle européenne. Et quand il a mis en place ou poussé la mise en œuvre des alliances industrielles sur les batteries, sur les semi-conducteurs, sur l'hydrogène, sur les mobilités durables, sur le nucléaire, la grande victoire sur le nucléaire a été adoptée, et je crois de manière assez unanime par les forces politiques françaises à l'échelle européenne, contribue à notre indépendance énergétique, technologique, industrielle, mais à notre indépendance politique. Quand il porte des mesures pour financer l'industrie européenne, quand il porte des mesures pour lever la dette en commun. Sur les atermoiements, sur le nucléaire, mais bon, c'est un autre débat, on le reprendra. On le reprendra avec plaisir. Une autre fois. Hein. Je voulais quand même, avant d'en terminer, vous demander comment est-ce que vous êtes vu par les macronistes, notamment de gauche. Je sais que la gauche et une partie des macronistes de gauche vous fait le procès régulièrement d'être à droite, de ne pas avoir votre place finalement dans ce mouvement. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, j'ai le sentiment d'avoir toute ma place et je fais des propositions pour vous reproche même de copier votre programme sur celui du RNA. Je crois vous avez montré que non. Mais... je crois vous avoir démontré dans cet entretien que mon jugement, il n'est pas moral. Il est simplement que j'ai des divergences fondamentales avec le programme qui nous est présenté actuellement par le Rassemblement national. Et je ne cherche pas à polémiquer. Je cherche juste, et je pense que c'était génial qu'on ait cet entretien, je vous remercie, de montrer à quel point il y a une autre voie qui est possible, une doctrine qui peut être portée, qui est celle de l'immigration choisie. Certains pourraient être d'accord, certains pourraient être en désaccord. La question que vous posez, moi j'assume totalement le dépassement qui a été bâti. Pourquoi ? Parce qu'en 2014, 2015, 2016, moi j'étais à l'Assemblée. Je travaillais pour Franck Riester et je faisais les campagnes de Bruno Le Maire. Et à l'époque, la gauche était fracturée entre le gouvernement et les frondeurs. Il y avait une gauche qui était anti-européenne et anti-libérale. Montebourg, Hamon, Filippetti. Il y avait une gauche qui était européenne, libérale, et qui en plus menait une politique sécuritaire de lutte contre le terrorisme et qui proposait d'aller jusqu'à la déchéance de nationalité. Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. Et de l'autre, vous aviez à droite une gauche anti-libérale et anti-européenne. La gauche anti-européenne, je pense notamment à Éric Ciotti et Thierry Mariani. La droite était fracturée, c'était l'époque des primaires, entre une droite, pardonnez-moi, qui était anti-européenne et anti-libérale. Anti-libérale, je pense à Thierry Mariani. Anti-européenne, je pense à Éric Ciotti. Et une droite qui était libérale et pro-européenne. Bruno Le Maire, Alain Juppé, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, toutes ces personnalités-là. Et donc, en fait, la fracture idéologique
qu'il y avait à gauche et qu'il y avait à droite n'avait plus aucun sens. Et donc je considère aujourd'hui que lorsqu'on a rassemblé les libéraux d'un point de vue économique et les pro-européens, ça a été, je crois, même si on n'a pas tout réussi, plutôt une bonne nouvelle pour notre pays. L'angle mort qui est le nôtre depuis maintenant 10 ans, c'est évidemment les questions culturelles et les questions migratoires. Et c'est bien la raison pour laquelle moi je me sens hyper à l'aise dans ce mouvement politique, mais j'alerte, et c'est plus que d'alerter, je propose une doctrine et des propositions pour que notre parti politique s'arme au service de la France sur ces questions avec une politique qui est assez claire, la remise de l'identité française au cœur de notre projet politique et la politique d'immigration choisie. Voilà. Mais on voit bien que vous ne rassemblez pas l'ensemble du macronisme. Est-ce qu'à 2 ans des présidentielles, et compte tenu de la donne politique aujourd'hui, est-ce que le macronisme, pour vous, est mort? Mais en fait, Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat en 2027. Donc, oui, mais ce qu'il a monté, c'est cette pensée mondialiste, européiste. Si vous résumez le macronisme à être libéral d'un point de vue économique, pro-business, pro-entreprise, et à une politique résolument pro-européenne, je crois que le macronisme n'est pas mort. Et je crois que cette politique, elle ne peut exister que si on y ajoute une troisième jambe qui est vitale, à la limite pour l'existence de cette force politique, mais c'est secondaire, mais surtout vitale pour notre pays, pour notre nation, pour la culture et pour la société française, c'est la dimension migratoire, culturelle et régalienne. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite vraiment, et c'est ce que je pousse avec d'autres collègues, pour que le projet, l'identité française s'inscrive au cœur de notre projet politique et que la question migratoire devienne un de nos fers de lance fondés sur une doctrine, c'est l'immigration choisie. Vous seriez plutôt Bruno Retailleau ou plutôt Édouard Philippe? Moi, je vais être très franc sur cette question. Je considère qu'à partir du moment où nous n'avons pas qu'un seul candidat, nous serons probablement, tout est possible, confrontés à un duel entre Marine Le Pen, Jordan Bardella d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Je pense que le potentiel de mobilisation de Jean-Luc Mélenchon est largement sous-estimé par les sondages. Et donc j'appelle l'ensemble de ce que j'appelle les chapeaux à plumes, qui souhaitent, et c'est légitime, être candidats à l'élection présidentielle, organiser une primaire, départagez-vous et soutenez tous le candidat qui sortira vainqueur de cette primaire, parce que l'avenir de la France vaut mieux que chacun de vos avenirs et de vos destins personnels. Et vous essaierez d'influer sur cette donne politique au centre. À l'échelle d'un député parmi 577 autres, je porte mes idées, je porte ce que je crois. Je ne me fais pas que des amis, mais je ne me fais pas que des ennemis non plus. Et cette ligne que je vous exprime aujourd'hui, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. C'est vraiment à celle à laquelle je crois. Et j'invite tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à me dire ce qu'ils en pensent. On sera peut-être d'accord, on sera peut-être pas d'accord. Je serai ravi d'avoir leur point de vue. Merci Charles Andouel, merci d'être venu nous voir à Boulevard Voltaire. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à BV, le grand quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Vous trouverez toutes les modalités de dons sur notre site. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.